On a une transition tout à fait logique par la suite pour notre prochaine présentation. C'est comme si quelqu'un l'avait pensé en faisant l'horaire. Sans d'autre tarder, là, je vais présenter Marie Renaudin, étudiante de doctorat à l'Université de Sherbrooke sous la direction de Robert Badley et Dominic Gravel. Elle va parler de l'influence du climat et des nutriments sur la quantité de cyanobactéries associées aux bryophytes et leur fixation d'azote en forêt boréale québécoise. Alors, un lien évident avec la présentation précédente. Je te laisse la parole, Meg. Alors, je vais partager mon PowerPoint. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Je vais juste mettre mon pointeur. OK. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mon projet de doctorat que j'ai réalisé dans le laboratoire de Jean-Philippe Bélanger à l'Université de Sherbrooke. Et donc, cette partie de mon doctorat portait sur l'influence du climat et des nutriments sur la quantité de cyanobactéries associées aux mousses et leur fixation d'azote en forêt boréale. Donc, les mousses, ce sont des plantes cryptogames, c'est-à-dire sans système vasculaire, qui, comme vous l'avez vu, sont extrêmement abondantes en forêt boréale et qui recouvrent jusqu'à 80% du sol forestier. Donc, ces mousses ont différents rôles écologiques très importants. Notamment, elles permettent de réguler la température et l'humidité du sol. Et ce sont des sources de nutriments, comme le carbone organique dissous ou le potassium. Donc, ces deux points sont très importants pour les micro-organismes du sol, puisqu'ils permettent de soutenir leur croissance et leur activité. Les mousses sont également un très large puits de carbone en forêt boréale. Et dans la littérature en général, on pense qu'elles comptent pour 20% de la productivité primaire des écosystèmes boréaux. Donc, tous ces points-là font que les mousses sont très importantes pour l'écosystème boréal. Donc, dans les écosystèmes arctiques et boréaux, il y a des associations entre les mousses et les cyanobactéries. Les cyanobactéries vont former des colonies épiphytes, donc au niveau de l'incurvation des feuilles à leur surface. Et donc, ce sont des cyanobactéries, de manière générale, multicellulaires filamenteuses, du genre Nostoc. Ces cyanobactéries, lorsqu'elles sont associées aux mousses, vont réaliser une réaction très importante qui est la fixation d'azote, qui est la réduction du diazote atmosphérique en ammonium, qui est ensuite biodisponible par les plantes. Cette réaction est donc une réaction enzymatique qui est catalysée par les nitrogénases, qui sont des enzymes qui utilisent les métaux comme cofacteurs. Donc la nitrogénase principale qu'on connaît le mieux, c'est la nitrogénase homolybdène, que tous les fixateurs d'azote possèdent. Et il y a aussi deux nitrogénases qui sont complémentaires, qui sont la nitrogénase au vanadium et au fer, qui sont beaucoup moins étudiées. Donc finalement, la fixation d'azote va permettre de transférer de l'ammonium de la cyanobactérie vers la mousse, qui va permettre de soutenir la croissance et les besoins en azote de la mousse. Donc dans la littérature, il y a différents facteurs environnementaux qui ont un effet sur la fixation d'azote que l'on connaît, notamment la température, l'humidité, la lumière, la canopée et certains nutriments. Donc pour ce qui est des nutriments, on sait que par exemple l'azote et le phosphore ont un impact sur la fixation d'azote, notamment l'azote inhibe la fixation d'azote. Et également, les cofacteurs nitrogénases ont potentiellement un impact sur la fixation d'azote. Le petit point problématique, c'est qu'en fait, toutes les expériences qui sont faites sur ces facteurs environnementaux-là sont des expériences dans des systèmes dits forcés. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va transplanter des mousses dans des sites avec des températures et une humidité particulière pour donc forcer le système et voir ce qui se passe au niveau de la fixation d'azote. Pour ce qui est des nutriments, on va ajouter des fortes concentrations de nutriments, notamment azote, phosphore ou molybdène, pour voir un effet sur la fixation d'azote. Donc finalement, on connaît peu de choses sur ce qu'il se passe sur la fixation d'azote in situ à large échelle dans la forêt boréale. Et également, un autre point intéressant qu'on ne connaît pas, c'est vraiment l'impact du vanadium et du fer sur la fixation d'azote. Et on se doute que ça va être important puisque ce sont des cofacteurs des nitrogénases alternatives. Pour ce qui est de la quantité de cyanobactéries associées aux mousses, on pense que le même type de facteurs environnementaux aurait potentiellement un impact sur celles-ci. Mais de même que pour la fixation d'azote, la plupart des expériences ont été faites sur des cultures bactériennes, donc de cyanobactéries qui ont été extraites des mousses, ou dans des systèmes forcés, donc de la même manière des transplants ou des ajouts de nutriments sur les mousses.
Et donc, en fait, on connaît encore moins, il y a encore moins d'études qui portent sur la quantité de cyanobactéries associées aux mousses. Alors, pourquoi c'est intéressant de regarder la quantité de cyanobactéries associées aux mousses? C'est qu'en fait, on sait qu'elle est directement liée à la fixation d'azote. Donc, dans la littérature et au début de mon doctorat, j'ai aussi observé que, en fait, quasiment 20% de la fixation d'azote, de la variance pardon, de la fixation d'azote est expliquée par la quantité de cyanobactéries. Donc, c'est pour ça que c'est important, et c'est l'objectif de ce projet de doctorat, de regarder quels sont les facteurs environnementaux principaux qui influencent et la quantité de cyanobactéries et la fixation d'azote. Donc, pour ce faire, j'ai échantillonné 2 mousses qui sont en fait les mousses dominantes en forêt boréale québécoise, donc Psyllium christa castrensis et Pleurozium schreiberi que vous avez forcément vu en forêt. Et donc, ces mousses ont été récoltées sur 8 sites au Québec. Et ces 8 sites en bleu constituent un transect latitudinal. Donc, en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire un transect? C'est que ça permet d'avoir des sites qui ont des facteurs environnementaux contrastés. Donc, puisque plus on monte dans le nord, plus les températures baissent, la précipitation augmente, et de manière générale, les dépôts atmosphériques en nutriments, donc phosphore, molybdène, vanadium, vont diminuer, puisque les activités humaines se concentrent au sud du Québec. Donc, l'échantillonnage de ces 2 mousses a été fait en juin et septembre, c'est-à-dire début et fin de saison, sur 3 années consécutives, en 2017, 2018 et 2019. Les données de température et précipitation ont été relevées grâce aux données des stations météorologiques à proximité de chaque site de collecte. Les dépôts atmosphériques d'azote sur chaque site ont été estimés par modélisation du ministère du Québec. Et la densité d'arbres a été estimée par comptage des arbres de plus d'1 mètre sur chaque site. Donc, au niveau des analyses qui ont été faites, donc les mousses après récolte ont été nettoyées. On a séparé la partie verte du brun, qui est la partie active, qu'on a mis dans des pots maçons à acclimater en chambre de croissance pendant 3 jours. Ensuite, la quantité de cyanobactéries a été estimée grâce à l'extraction de la phycocyanine, extraction et quantification de la phycocyanine, qui est un pigment photosynthétique spécifique des cyanobactéries. Si ça vous intéresse de savoir un petit peu la méthode que j'ai utilisée, en fait, on a fait un développement de méthode et on a sorti un article en début d'année. La fixation d'azote a été estimée par Acetylene Reduction Assay, qui est une réaction proxy de la fixation d'azote, puisque la nitrogénase va catalyser la réduction d'acétylène comme la réduction d'azote. Les concentrations en métaux dans les mousses, molybdène, vanadium, fer et en phosphore, ont été déterminées par minéralisation acide des échantillons, puis mesurées par ICP-MS. Et la concentration en carbone azote des mousses ont été mesurées par analyseur élémentaire. Alors maintenant, je vais vous parler de mes résultats. Tout d'abord, j'ai fait un modèle un petit peu général avec arbre de régression. Donc, c'est un algorithme Random Forest, pour ceux qui connaissent, donc qui est un algorithme vraiment pratique parce que c'est très robuste. Et donc, ça va faire des arbres de régression, ça va comparer tous nos prédicteurs entre eux, et ça va attribuer un score d'importance à chaque prédicteur, puis ça va les classer selon leur importance. Donc, comme vous voyez, j'ai mis une barre rouge à 0, parce qu'en fait, tous les prédicteurs qui sont proches de 0 ou inférieurs à 0, on estime, selon ce modèle, qui n'ont pas d'impact donc sur la fixation d'azote et la quantité de cyanobactéries en l'occurrence. Donc, pour la fixation d'azote, on voit que c'est l'espèce de mousse qui est le prédicteur majoritaire de celle-ci. Ça fait du sens avec la présentation précédente. Et également la température qui a un effet très important. Et au niveau des nutriments, molybdène et vanadium ont également un effet important. Pour ce qui est de la quantité de cyanobactéries, cette fois, c'est le phosphore qui est le nutriment et également le facteur le plus important, suivi de l'espèce de mousse et de la température et des précipitations. Donc, je vais en parler après, mais on voit également que le ratio CN des mousses a quand même un effet important dans les 2 cas. Et on voit que le mois de collecte et le site de collecte ont des effets plus ou moins importants. En fait, ça fait du sens parce qu'en fait, le mois et le site de collecte, ce sont des variables, des prédicteurs qui regroupent d'autres prédicteurs, donc notamment la température, les précipitations et les dépositions d'azote. Donc, ça fait du sens qu'ils aient aussi un impact sur ces 2 points-là.
Donc là, pour plus caractériser les relations entre ces prédicteurs et la fixation d'azote et quantité de cyanobactéries, j'ai fait des régressions linéaires. Donc là, je vais vous présenter les régressions linéaires des 4 facteurs quantitatifs les plus importants pour la fixation d'azote et quantité de cyanobactéries. Pour la fixation d'azote, vous voyez que le molybdène et la température ont un effet positif sur celle-ci, alors que le ratio CN et le vanadium de la mousse ont un effet négatif. Pour ce qui est de la quantité de cyanobactéries associées aux mousses, de même que pour la fixation d'azote, la température a un effet positif. Précipitation et phosphore ont également un effet positif. Et comme pour la fixation d'azote, le ratio CN a un effet négatif. Donc, je vais vous expliquer tout ça après. Donc là, si je récapitule un petit peu, finalement, ce qui est très important pour la fixation d'azote in situ, en forêt boréale, ce sont la température et au niveau des nutriments, molybdène, vanadium. Donc ça, en fait, ça fait du sens parce que ce sont des facteurs qui influencent directement l'activité enzymatique, la température étant très importante pour l'activité enzymatique, et molybdène et vanadium étant les cofacteurs de celle-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, il y a une relation négative entre le vanadium et la fixation d'azote. Et ça s'explique parce que la nitrogénase complémentaire au vanadium est en fait moins efficace que la nitrogénase au molybdène. Donc, plus il y a une contribution de cette nitrogénase complémentaire, plus on va avoir une baisse finalement de la fixation d'azote. Oh, excusez-moi. Pour ce qui est de la quantité de cyanobactéries, cette fois-là, on voit que c'est le phosphore qui est très important, puis la température et la précipitation. Donc, ça fait aussi du sens parce que ce sont des facteurs qui sont connus comme influençant fortement la croissance bactérienne. On voit deux autres points aussi qui sont intéressants. Il y a une relation négative du ratio CN de la mousse et la fixation d'azote et un fort effet espèce de mousse. Donc ça s'explique par le fait que plus la fixation d'azote est importante, plus la mousse va récupérer de l'ammonium, de la cyanobactérie, plus la mousse va s'enrichir en azote, donc plus le ratio CN va diminuer. Donc c'est pour ça qu'il y a directement une relation négative entre le CN et la fixation d'azote. Pour ce qui est de l'effet de l'espèce de mousse qui est très important, on ne sait pas trop encore pourquoi, mais il y a des pistes qui quand même arrivent, notamment le fait que l'espèce de mousse constitue un micro-environnement pour la cyanobactérie et que chaque espèce de mousse constitue un micro-environnement qui est différent et plus ou moins favorable à la quantité de cyanobactéries, donc la croissance, ou la fixation d'azote, donc l'activité. Le microbiome, c'est-à-dire les différentes espèces de mousse associées, les différentes espèces de cyanobactéries associées aux mousses peuvent également expliquer ce fort effet espèce. Donc, en conclusion, finalement, on voit que la fixation d'azote et la quantité de cyanobactéries sont influencées par des facteurs qui sont différents, donc qui sont importants de prendre en compte. On remarque aussi l'importance des nutriments, molybdène, vanadium et phosphore, qui ne sont pas toujours représentés en fait, dans les études de ce type-là. Souvent, on parle de température, précipitation, et on parle un petit peu moins des nutriments. Donc là, ça montre bien que finalement, les nutriments sont importants. Au niveau des perspectives, on peut se poser la question de l'impact du changement climatique, puisque probablement que les dépôts atmosphériques en métaux et en phosphore vont augmenter avec l'augmentation des activités humaines. Donc, probablement qu'il y aura un impact sur la quantité de cyanobactéries associées aux mousses et leur fixation d'azote. Il serait intéressant aussi de travailler sur des questions de micro-environnement de la mousse et du rôle du microbiome, comme je l'ai montré, comme il y a un fort effet de l'espèce de mousse sur la fixation d'azote. J'aimerais juste remercier mon laboratoire, les étudiants sous-gradués qui ont activement participé à l'échantillonnage, et Romain Darnajou et Nicolas Maguin qui m'ont beaucoup aidé pour ce projet aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Alors, nous rentrons maintenant dans la période de questions pour nos 3 excellentes conférencières et conférenciers. Alors, si vous avez une question pour eux, je vous invite de vous manifester. S'il n'y a pas de questions tout de suite, je pourrais peut-être briser la glace. Moi, j'en aurais une pour toi, Marie. Je l'ai peut-être raté, là, mais c'est dans quelle sorte de site que vous avez collecté vos mousses? C'est sous canopée. Il n'y a pas de caractéristiques spéciales à nos sites. On a juste essayé d'être à au moins 20 mètres de la route. Puis, sous le canopée d'une sorte d'arbre en particulier? Ou non, juste... c'est ça. Non, ça va pas. On a essayé de faire
tout confondu, de simplement être loin de la route et de suivre un gradient intrinsèque latitudinal. Mais en fait, on a essayé de ne pas discriminer en fonction de quel type d'arbre était ici. Ouais, c'est ça. En fait, on n'avait pas de question particulière sur quel est l'impact de telle espèce d'arbre, par exemple. C'était pas Ou le forcément type de forêt, l'idée. par exemple. Non, Oui. c'est ça, c'était pas l'idée, donc ouais. C'est bon, merci. Alors, j'ouvre encore la période de questions à tout le monde. Ah oui, vas-y, Pierre. Ah, vous êtes encore en sourdine. Je pars mon micro, je pars mon Oui. micro. La question est encore pour Marie. Concrètement, vous avez beau pas avoir nécessairement regardé l'effet des essences, mais comme vous travaillez sur un gradient latitudinal, vous avez bien sûr été dans des conditions forestières différentes. On peut penser que dans le sud du Québec, vous étiez davantage en forêt feuillue, alors qu'en forêt boréale, et plus vous montiez vers le nord, plus vous étiez en forêt coniférienne. Vous avez quand même noté sûrement la présence du couvert forestier sans l'introduire comme élément d'analyse. Peux-tu plus élaborer là-dessus? Oui, c'est ça. C'est que finalement, pas directement, c'est sûr que c'est inclus dans l'analyse, puisque en fait, les 2 sites les plus au sud, c'est surtout du feuillu. Et puis, les 2 sites les plus au nord, c'est plutôt de la pessière lichen. Donc, c'est sûr qu'il y a forcément une influence. Mais on s'est plus penché sur des facteurs environnementaux vraiment généraux comme température, précipitation. Au niveau de la canopée, j'ai juste regardé la densité d'arbres sur chaque site. Puis, je ne l'ai pas mentionné quand j'en parlais parce qu'en fait, ça a très peu d'effet sur la fixation d'azote et la densité de cyanobactéries dans mes analyses. Donc, c'est ça. Merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos conférenciers? Marc-Frédéric. Oui, bonjour. J'aurais aussi une question pour Marie. Là, en fait, je m'interroge sur l'interaction dans les résultats avec le ratio C sur N. Donc, tu nous as bien parlé de lien avec l'azote qui fait partie de cette équation-là. Je pose une question, est-ce que le carbone pourrait avoir des différences aussi, qui pourraient changer ce ratio et amoindrir un peu l'influence de l'azote, notamment en fonction des peut-être différentes forêts avec les différents taux de composition, décomposition, je veux dire. Et oui, c'est une super question. En fait, 12 minutes, forcément, je n'ai pas le temps de tout vous montrer. Mais en fait, c'est ça, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que, en fait, je regarde donc le total carbone de ma mousse, puis le total azote, puis je fais le ratio. En fait, le total carbone de tous mes échantillons sont très, très similaires. C'est vraiment l'azote qui change en fonction des échantillons. Donc, c'est vraiment l'azote qui va driver ce ratio. Et donc, on voit que l'azote, en fait, dans mes 2 mousses, c'est Psyllium castrensis qui fixe toujours plus d'azote. Enfin, les cyanobactéries qui sont associées à cette mousse qui fixent toujours plus d'azote. Et donc, c'est la mousse qui a aussi le plus de N, toujours, dans tous mes échantillons. Donc, voilà. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Pierre, une deuxième question? Oh, tu es encore en sourdine. Décidément, hein, on enseigne toute l'année puis on oublie encore. Juanita, question pour Juanita. Concrètement, ta 3e hypothèse, tu arrives à des résultats contraires à ce que tu avais prévu. J'aimerais ça que tu développes un petit peu plus là-dessus parce qu'évidemment, tu as passé rapidement pendant ta présentation. J'imagine que tu as une histoire encore plus importante à développer. Alors, à toi, tu peux le faire en anglais ou en français. Ça... Merci Pierre. Oui, en fait, c'est que la plupart de la littérature qu'il y a disponible sur les bactéries associées aux mousses, c'est surtout concentré pour les cyanobactéries. Puis, souvent, ils vont aller mesurer la fixation d'azote directement. Des fois, ils vont aller mesurer combien de cyanobactéries il y a présent. Puis,
il y a un lien qui s'est fait, que les études montrent qu'il y a s'il y a plus de cyanobactéries, il y aura plus de fixation d'azote. Et à partir de là, ben, on se demande que quand ils sont vraiment quand il y a des cyanobactéries, est-ce qu'ils ne pourraient pas juste être présentes sans fixer nécessairement l'azote? Puis, en fait, la plupart des articles, c'est aussi qui sont des études qui sont faites et dans des forêts de conifères. Puis les 2 articles que j'ai présentés en 2020 puis en 2021 sont relativement récents, enfin, très récents. Et ils sont comparés, ils sont inclus plus inclus un petit peu les décidus, les forêts des bétuliens, oui, de feuillus, voilà. Puis, mais de toute façon, dans un article, ils sont évalués comme des forêts open canopy, donc des forêts ouvertes, donc sans canopée, et c'est plus en toundra. Les autres, la plupart, c'est des forêts conifériennes, puis l'autre, c'était bétuliane. C'est vraiment comme des forêts comme trop basses, qui n'auraient pas les mêmes effets qu'une forêt de tremble. Puis l'autre, ils sont faits comme un essai avec la litière des paper birch, de bétulia, et sur l'effet sur les cyanobactéries, la fixation d'azote, puis les mousses. Et là, ça donne plus une idée, mais cet effet négatif, et il avait un effet négatif sur les 3, les mousses, les cyanobactéries et la fixation d'azote. Donc, c'est vraiment comme si on s'attendait, c'est qu'on allait avoir plus des cyanobactéries, vu que c'est comme plus reconnu qu'on va trouver les cyanobactéries dans des forêts conifères, mais finalement pas. C'est qu'on se demande justement comme quel facteurs liés à la canopée des forêts feuillues vont influencer autant la quantité et puis l'abondance relative de bactéries. Puis c'est comme dans une autre partie de mon projet, on a peut-être l'idée qu'il y aurait peut-être un partage des micro-organismes qui se fait entre les sols, vu que les sols de trempe sont beaucoup plus riches en plantes, enfin juste pas les plantes, mais des micro-organismes aussi. Puis la contribution des feuilles, donc, et leur phylosphère aussi, des feuilles des trembles, pourrait aussi influencer les communautés microbiennes associées au mousse. C'est vraiment intéressant parce que ce que ça nous montre, depuis des années, qu'on en apprend de plus en plus sur les environnements de forêts mixtes en forêt boréale et du rôle que le tremble joue. Des rôles écologiques qui se retrouvent partout, dans toute la diversité biologique de la forêt boréale. C'est vraiment très intéressant. Merci. Merci. Merci Pierre, merci Juanita. On aurait temps pour une dernière petite question, si quelqu'un en avait une. Sinon, moi j'en ai un dernier, peut-être pour Carlos. Carlos, tu as fini ta présentation en parlant de l'application un peu générale par rapport à l'outil que tu as développé en termes de télédétection des bryophytes. Mais si on voulait regarder plus spécifiquement le territoire que tu as étudié, y a-t-il des choses qu'on devrait savoir ou on devrait regarder? Y a-t-il des caractéristiques du territoire qui fait qu'il y a certains types de secteurs qui seraient peut-être plus intéressants pour conserver? Par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait inclure pour caractériser mieux la région? Non, un peu plus. Si je suis un gestionnaire de ce territoire-là, puis maintenant, je veux agir en fonction des résultats que j'ai eus. Tu sais, tu m'as fait ton rapport, tu dis, voici, Nicole, qu'est-ce que ça dit la télédétection par rapport à la conservation des bryophytes? C'est quoi la prochaine étape, tu penses, là? OK. Vraiment, avant pour pouvoir intégrer tout ça, la première étape pour moi, ça serait vraiment vérifier avec de nouvelles données de terrain. C'est ce qu'on peut trouver vraiment les espèces. Et qu'on on a vraiment un grand base de données. Je pense dans ma tête que peut-être plus tard, avec toutes les données des étudiants qu'on a là, on pourrait vraiment valider les modèles qu'on a développés avec la richesse, mais aussi avec la présence des espèces rares. Et comme ça, on pourrait obtenir vraiment des performances avec des données indépendantes pour la région d'études.
Et c'est vrai qu'en fois, si on fait ça, on pourrait commencer aussi à interpréter pourquoi parfois on ne le trouve pas. Est-ce qu'il y a des autres influences qu'on n'a pas inclus? Par exemple, on est dans une région d'études qui est vraiment affectée, on va dire, pour l'extraction des ressources naturelles, la mine, la foresterie. Donc ça, vraiment, c'est une grosse limite qu'on a, parce qu'on n'a pas inclus vraiment des variables qui représentent ce sort d'influence. Donc c'est ça. Les plus difficiles, vraiment, c'est plus de variables que tu intègres. Plus de puissance tu as besoin pour développer des modèles, mais je pense que ça c'est pas vraiment à la limite dans le moment que le gouvernement ou les entreprises ils peuvent vraiment intégrer ça pour conserver des zones avec haute richesse de biophytes et tout ça. Mais c'est ça la prochaine étape, je pense. Mais je pense qu'il faut faire plus pour améliorer aussi les modèles. Vraiment, ça donne des résultats très, on va dire, bons, mais je pense que ça pourrait être amélioré aussi. Et on a manqué aussi des variables qui sont vraiment spécifiques aussi pour bien différencier entre, ou pour bien identifier, on va dire, des zones paludifiées, des zones vraiment paludifiées où on trouve vraiment une présence plus grosse de sphagnum. C'est pour ça qu'on avait trouvé, je pense, que des modèles moins précis pour les espèces de sphagnum que je n'ai pas pu présenter pour la manque de temps. Parfait, merci beaucoup. Pierre, t'avais-tu une dernière question? Ben, c'est ça, je veux dire, il faut quand même qu'on ferme un jour, mais écoute, Carlos, concrètement, avec ta réponse, tu as parlé d'espèces rares qui pourraient être des... Mais est-ce qu'il y a d'autres espèces qui pourraient être des indicateurs? Tu sais, souvent, quand on valide un modèle comme celui-là, ben, on peut y aller avec soit une suite d'espèces, soit avec des espèces indicatrices en fonction de leur, comment dire, de leur adaptation à certains micro-habitats ou des espèces vraiment rares. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui se pointeraient dans un protocole de validation? Oui, mais il faudrait vraiment faire les analyses avant pour regarder quelles sont les espèces qui sont plus fréquentes et qui sont normalement associées à des espèces rares. Et après, vraiment modéliser cette espèce pour voir si on prédit la présence de cette espèce et après, est-ce qu'on trouve vraiment la communauté associée ou les espèces rares associées à cette espèce. Mais si ça serait possible, on est en train de développer un autre chapitre avec des lichens, mais c'est plus pour voir la diversité, mais aussi la structure de la communauté, la bêta-diversité. Et une option qu'on a pensé, c'est peut-être essayer peut-être de modéliser des espèces indicatrices des sortes d'habitats où il se trouve, par exemple, une autre richesse de lichens ou des choses comme ça. Donc, ça pourrait être aussi applicable dans le cas des espèces rares. Mais le problème, c'est avec les espèces rares, pour trouver des espèces vraiment indicatrices d'espèces rares, il y a une faible occurrence. Donc, c'est vraiment difficile. Dans ce cas, peut-être ça serait mieux de chercher des indicateurs, on fait déjà un peu, non, des indicateurs plus environnementaux. C'est pour ça que je te posais la question. C'est toujours le problème que quand tu travailles avec des espèces qui sont excessivement rares, c'est pas mal plus difficile de faire une validation terrain. Là. Ça prend beaucoup, beaucoup de connaissances préalables sur la microécologie de ces espèces-là. Oui, mais de la façon qu'on a classifié les espèces rares, peut-être que ce n'est pas la meilleure façon parce qu'on a mis des critères par rapport à la distribution ou la spécificité du habitat. Mais c'est vrai aussi qu'on a, par exemple, des espèces qui ont 30 ou 29 occurrences ou des choses comme ça. Peut-être aussi que si on fait la classification bien avec Rabinowitz, on peut trouver des espèces qui sont rares pour des autres raisons, mais on a suffisamment de points pour chercher des espèces indicatrices ou des indicateurs environnementaux qui représentent la vraie distribution des espèces. Merci. De rien. Mais avec ça, j'aimerais clore cette session. J'aimerais encore une fois remercier beaucoup nos conférencières et notre conférencier. C'était vraiment intéressant, puis je suis très contente qu'on a eu une séance mousse biophyte aujourd'hui au colloque. Alors, merci à tout le monde, puis on va se revoir demain. Merci à Bonne tous. journée. Merci, Nicole. Merci. Merci beaucoup.